Alors, je vais déjà me présenter. Éric Cordier, F4 FAP, Fox 4, Fox, Alpha, Papa. Pas SAP, s'il vous plaît. Rigole pas, c'est CZ, c'est pas marrant. Bon, présentation sur le Soleil, alors. Il faut bien avoir l'esprit que le Soleil est un système très complexe. L'histoire de mon intérêt sur le Soleil, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser au Soleil il y a une dizaine d'années, j'ai trouvé qu'il y avait plein d'informations sur Internet. Et le gros défaut qu'elles avaient, c'est qu'il n'y en a aucune, ça ne concentrait pas. En plus, c'était pas concentré à un site et c'était surtout en anglais américain. Alors, dans l'anglais de bar ou de pub, selon. Alors donc, il a fallu, je passais beaucoup de temps pour essayer de comprendre quelque chose. Puis évidemment, les appellations sont différentes d'un pays à l'autre, selon que ce soit un type au Texas ou un Hollandais qui étudie le soleil. Donc voilà, donc j'ai décidé de regrouper tout ça dans un document qui est disponible sur le site de l'ARA35. Vous allez sur l'onglet HF et puis vous avez indice solaire. Tout est francisé parce que je suis francophone, je suis pas anglais, donc c'est indice, c'est pas index. Et j'utilise volontairement pas perturbation, plutôt perturbation, mais pas tempête. C'est mon point de vue. Voilà, comment je fais pour avancer ? D'accord, ok, merci. Donc, on va faire un petit essai. Ok, ça marche. Voilà, donc le soleil, c'est cette lumière donc qui brille tous les jours de temps en temps que vous voyez au-dessus de vous, là, pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Et donc, elle se trouve à 150 millions de kilomètres. C'est donc une unité de référence, on appelle une unité astronomique. Et c'est une gigantesque boule de gaz. C'est une boule de gaz, et qui donc sans ça, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Ça, je vous apprends rien. Je vais m'asseoir parce qu'après tout, vous êtes tous assis. Je vois pas pourquoi. Moi, je serais debout. Voilà, donc attends, je vais essayer de me caler parce que donc ça représente, le Soleil représente à lui seul plus de 99% de la masse du système solaire. Vous imaginez un peu, et que en fait les autres planètes dans le système solaire c'est 0,15% pour vous dire la densité du bazar. 330 000 fois, plus de 330 000 fois la masse de la Terre et 1 300 000 fois plus volumineux que la Terre. Il y a principalement 3/4 d'hydrogène et 1/4 d'hélium. Et ça produit 400 millions de trillions. 400 millions de trillions, donc 400 milliards de joules chaque seconde. Donc 1 kWh, c'est 3600 kJ. 400 milliards de joules, c'est 111 millions de kWh, puis on remultiplie par 1 milliard. Enfin bon, voilà. Et donc la Terre reçoit qu'une petite fraction de ça. La rotation différentielle, c'est important, du Soleil vers l'est solaire. C'est 24 jours à peu près à l'équateur et 37 jours au pôle. Voilà, 5500 degrés en surface, 15 millions de degrés au cœur. Un cycle solaire, comme vous le savez tous sûrement, c'est 11 ans. Actuellement, on est entré dans le cycle 25, on est à peu près au milieu. Il devrait se terminer en 2031. Voilà, 8 minutes pour nous parvenir, c'est sa lumière. Et ces particules en 2 à 4 jours. Après, ça dépend de la puissance de l'envoi. Toujours pareil. Donc, ça génère un champ magnétique. Évidemment, je commence déjà à pu être en phase avec mon truc. Il génère un champ magnétique qui est énorme, 5000 fois celui de la Terre. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini les banalités sur le Soleil. Et ça a une influence jusqu'à 100 à 160 unités astronomiques. Donc vous vous imaginez bien que c'est au-delà du système solaire. Pour ceux qui se demandent quelle est la taille de la Terre par rapport au Soleil, là je crois que même un pixel c'est trop gros. Est-ce qu'au bout de la flèche, on voit quoi là? Il y a un point, ouais, voilà. Donc le petit point à côté du ballon de foot. Bon, ça, c'est juste pour faire peur. Voilà, donc là, on voit ici une éjection de masse coronale. Et alors, c'est une éjection de masse coronale gigantesque, démentielle. La Terre à côté, c'est juste pour dire que
Voilà, qu'on est bien, on est peu de choses. Enfer et damnation, voilà. Donc le Soleil, c'est 620 millions de tonnes d'hydrogène chaque seconde, hein, et qu'il existe depuis plus de 4 milliards d'années, et normalement, il est censé résister et exister encore pendant 5 milliards d'années. Alors évidemment, pendant les 5 milliards d'années qui viennent, il ne va pas rester comme il est. Il va évoluer, normalement, il va grossir, et puis il va englober la Terre, et tout ça, ça va brûler, mais on s'en fiche. D'ici là, il sera passé de l'eau sous les ponts. Alors pour finir sur les banalités, c'était une centrale nucléaire. Hein. C'est une centrale nucléaire, et donc ce qui se passe dans le Soleil, c'est que c'est donc un réacteur nucléaire naturel, 15 millions de degrés au milieu, et ça c'est hyper important parce que sinon il ne se passerait rien, et qu'il se produit une fusion. C'est différent de la fission qu'on connaît. Donc l'hydrogène est transformé en hélium et ça libère de l'énergie. Et les autres paramètres, tels qu'en particulier sa taille gigantesque et sa puissante gravité, participent à cette sorte d'auto-entretien de des pressions très hautes qu'il y a à l'intérieur. Alors la fusion nucléaire, c'est la réunion de deux atomes légers qui fusionnent alors que leurs charges électriques ont tendance à les séparer, et ils doivent se trouver dans un état d'agitation thermique intense. 15 millions de degrés, ils sont pour quelque chose, et des températures et des pressions donc très hautes. Alors que la fission nucléaire, on casse les noyaux pour provoquer une réaction en chaîne. Et on a quelques exemples sur Terre où ça s'est mal passé. Voilà, mais alors quelle utilité pour les radioamateurs ? Ça avance plus trop là. Comment François, il faut que je recale. Allez, recaler. Les inconvénients du direct. Toc, voilà, c'était juste pour l'avoir centré. Donc, quelle utilité pour les radioamateurs ? Alors, il faut savoir qu'au fin du 19e siècle, seulement au 19e siècle, fut observé que l'activité solaire avait un effet sur les lignes télégraphiques, mais sans preuve scientifique. Même si les astrophysiciens de l'époque soupçonnaient un lien Terre-Soleil. À partir des années 20, les premiers radioamateurs donc, ont corrélé l'activité solaire à la propagation radio longue distance, toujours sans preuve scientifique. Et l'activité physique du Soleil, c'est une science récente. Moins d'une génération humaine. On s'y intéresse et on a des certitudes seulement depuis les débuts des années 70. Vous imaginez, c'est vraiment ultra récent. Et que dans les années 70, le premier satellite destiné à l'étude du Soleil a confirmé l'existence des particules qui sont envoyées en permanence par le Soleil et observé pour la première fois une éjection de masse coronale. Et je crois que c'était en 71. 71, c'est vraiment ultra récent. C'était une image en noir et blanc. Donc grâce au Soleil, il se passe beaucoup de choses autour de la Terre. Elle est protégée par un champ magnétique, mais celui-là a des limites. Et certaines éruptions solaires sont tellement puissantes que les effets du Soleil sont visibles d'une manière ou d'une autre. Ça l'a peut-être constaté la semaine dernière. Et en tout état de cause, ça nous amène, ce qu'on recherche, nous, c'est de la propagation ionosphérique. Évidemment, mon truc, il ne descend pas. Donc, l'une des propriétés très attendues, c'est son influence électrique sur les différentes couches ionosphériques sur lesquelles rebondissent donc nos signaux HF, et au point de pouvoir faire des contacts longue distance en QRP, hein, comme vous le savez. Le problème, c'est que le Soleil n'est pas constant et qu'une forte éruption solaire peut mener à un blackout des bandes radio HF, comme c'est arrivé la semaine dernière. Et lors des éruptions solaires puissantes, comme la semaine dernière encore, on a les aurores boréales qui apparaissent. Alors évidemment, en fonction de la puissance des aurores boréales, on peut les voir jusque sous les tropiques. C'est arrivé qu'on les voit jusqu'à Singapour ou Cuba. Ça, c'est dans les années anciennes. Et
Donc le champ magnétique, ça pénètre le champ magnétique, ça remonte le champ magnétique jusqu'au pôle, et c'est pour ça que ça commence souvent, les aurores sont boréales ou australes, elles commencent en haut, et puis elles descendent tout doucement en fonction de la puissance de l'émission du Soleil. Il se dit d'ailleurs en 1859, lors d'une des plus grandes éruptions qui a eu lieu, il se dit qu'on pouvait lire le journal la nuit. Je pense qu'on pouvait lire les titres, mais le journal peut-être pas. Donc le cycle naturel du Soleil, je vous disais, c'est 11 ans. Ça a varié entre 9 et 14 ans. Et les conditions radio sont souvent meilleures en milieu de cycle. Même si chaque cycle solaire ressemble que rarement au précédent. Alors, donc actuellement, il y a un cycle 25. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce dont je vais parler, c'est-à-dire les paramètres solaires. Alors, on va commencer par les tâches. Les tâches solaires, qu'est-ce que c'est? C'est des zones plus froides, mais d'intense activité magnétique. Alors, elles sont plus froides, elles sont noires parce qu'il y a un différentiel de luminosité. En fait, si on avait juste la tâche solaire qui nous éclairait, on aurait une ambiance temps très gris. Ça éclairerait quand même. Et l'apparition de ces tâches aussi suit l'évolution du cycle solaire de 11 ans. Le nombre de tâches solaires est plus élevé en milieu de cycle. En fait, il y a plein d'autres paramètres qui viennent compliquer la donne. Mais on va se limiter à ça pour l'instant. Donc, quand le Soleil s'énerve, ça donne à peu près ça, ce qui est arrivé la semaine dernière. Et ce qu'on redoute, évidemment, c'est une gigantesque émission de masse coronale ultra puissante, comme il y a eu en 1859, au point que les lignes télégraphiques étaient chargées d'électricité et les stations d'émission ont pris feu et les opérateurs ne voulaient plus travailler. Ils se prenaient des bourres pas possibles. Donc imaginez ce qui se passerait aujourd'hui. Je ne vous fais pas de dessin. Donc 1859, et en 1989, pareil, quart nord-est de l'Amérique du Sud est tombé. Le réseau électrique est tombé, je crois qu'ils ont été en panne d'électricité, je ne sais plus si c'est 3 ou 5 jours, tellement ça s'était chargé dans les transfos, tout avait pété. Et c'est imprévisible, sinon trop facile. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Donc, les éruptions de type Carrington, c'est une notion très récente, à cause de la nouveauté de la météo solaire. Comme on ne sait pas prévoir, on n'a qu'une trouille, c'est que ça arrive. Le problème, ça va arriver aujourd'hui ou dans 100 ans? Grande question. Alors, je vais vous parler de la météo solaire de début mai, parce qu'elle est intéressante, celle-là, pour ceux qui ont suivi l'actualité solaire. Donc du 5 au 12 mai, la semaine dernière, le Soleil nous a gratifié d'une farandole d'éruptions dont un grand nombre ont atteint le seuil X et au-delà. Alors X, c'est important parce que quand on atteint le niveau X, il faut savoir que c'est une échelle logarithmique. Donc à X, on a 10 fois plus d'énergie qu'en M, qui elle-même est 10 fois plus énergétique qu'en C, et ainsi de suite. Mais je vais en reparler un peu plus tard, un peu plus loin. Donc voilà, ça c'est une semaine... je crois que je ne me trompe pas, c'est une semaine d'activité solaire. Ça n'a pas arrêté. Et encore, on a un du X5,8 qui est très élevé, mais je crois qu'il y a 3 jours, on a eu du X9. La mesure se limite à X17, et au-delà, c'est des estimations qui sont faites, parce qu'on n'a pas de matériel pour mesurer ça précisément. C'est les satellites qui mesurent les émissions de rayons X. Donc quand je vois ça, moi, ça me parle. Donc qu'est-ce qui a généré toutes ces éruptions solaires la semaine dernière? Voilà la tâche 3664, qui est gigantesque, et à elle seule, elle a généré tout ça. Donc là, elle est passée derrière le Soleil, et il y en a une autre qui est en train d'arriver, la 84, je ne me rappelle plus, là, qui est en train d'arriver, qui, à mon avis, elle va s'exciter aussi. Alors, où en suis-je? Donc, oui, voilà, c'est ça. Il y avait une émission de X 8.7 le 14 mai dernier, c'est il n'y a pas longtemps. Et donc, les conditions étaient réunies pour avoir la 3664 se trouvait à peu près ici. Et donc, c'est celle qui est en bas à droite. Et était vraiment furieuse.
Et vous voyez un peu la taille du Soleil qui est symbolisée par le rond blanc et les éjections de masse coronale tout autour. Ça doit faire, je ne sais pas moi, 1 million de kilomètres, peut-être 2, 3. Voilà, donc les aurores boréales, on en a eu partout. Des photos, il y en a eu une quantité. Alors malheureusement, celle-là, on ne voit pas bien ici, mais là, je pense que ça a été pris par un téléphone portable. C'est dire que ça a été pris en ville, à Saint-Méloire-des-Ondes, et on voit la tache rouge ici, mais il y en a eu des beaucoup plus spectaculaires que ça. Alors rouge, je crois que c'est les atomes d'oxygène, atomes d'oxygène et azote, et quand ça change de couleur, c'est d'autres atomes. Alors, ça devient de plus en plus... Je vais essayer de centrer ça. Voilà. Et donc, évidemment, quand il y a des aurores boréales, eh bien, il y a des blackouts radio. Ça, c'est un exemple, ça date de 2014. Et là, vous pouvez ranger votre matériel Tupperware, vos matos QRP, et puis ouvrir un album de Tintin, puis vous attendez. Il n'y a vraiment rien qui se passe. Alors, problématique, évidemment, vous allez dire, bon, tout ça c'est bien beau, mais moi, le soleil, je m'en fiche, je veux savoir quand je peux trafiquer. Déjà, il faut apprendre à savoir quand on ne pourra pas trafiquer, c'est intéressant. Donc, décoder les paramètres solaires, il y a une doc qui se trouve sur le site de l'ARA 35 et qui vous permet de décoder les principaux paramètres solaires. Parce que je ne vais pas vous faire l'offense de parler de tous les paramètres solaires, je crois que ce n'est pas 100 qu'il doit y avoir, ce n'est pas 1000, c'est 10 000, parce qu'ils font des sous-paramètres. Rien que pour le nombre de tâches solaires, il y a le nombre de tâches solaires moyennées, il y a le nombre de tâches solaires quotidiens, il y a le nombre de tâches solaires sur le cycle, mais il y en a tout un tas, il y en a des équatoriaux, il y en a des... Enfin bon, c'est infernal, parce qu'ils en inventent tous les ans. Donc là, on va commencer par... Donc les principaux paramètres à surveiller, c'est le niveau de rayon X, les tâches solaires, l'indice du flux solaire sur 2 giga-8 et l'indice géomagnétique terrestre. Donc les rayons X, sur le document que vous pouvez voir ici, vous avez à gauche le niveau de rayon X que vous pouvez constater et ses effets au milieu, et à droite, vous avez la probabilité de blackout radio. Donc si on vous annonce R3, vous voyez que vous avez une absorption forte / extrême, ouais, c'est ça, côté jour. Et puis tous les effets sur la navigation, les satellites, etc., etc. Et puis quelques explications au-dessus pour les rayons X et en dessous pour le blackout radio, pour voir comment la nuance dans la perception des paramètres. Donc en dessous, j'ai mis le tableau généré par la NOAA américaine, et on voit à gauche qu'on a 2 émissions X. Donc à gauche, vous avez les mètres par mètre carré, et à droite, vous avez la quantification simplifiée de A à X, avec l'heure en bas et les dates. Donc ça monte assez rapidement. En général, là, c'est pas dilaté, mais ça met à peu près, on va dire, en 4 heures, ça top dans le plafond où ça doit s'arrêter, là, et ça redescend. Et les effets sont des effets... la latence, c'est plusieurs jours après. Ensuite... le nombre de tâches solaires, super important. Le problème des tâches solaires, c'est que plus il y en a, plus elles sont énervées, plus elles génèrent des émissions, mieux c'est. Mais ça génère aussi tout un tas de trucs à côté qui font que, on ne maîtrise pas, donc ils ont des spectateurs. Donc là, les tâches solaires, ici à gauche, vous avez le nombre de tâches solaires qui sont observées. Alors donc, comme je disais, c'est des tâches solaires moyennées. C'est sur les 13 derniers mois. Et vous avez certainement, quelque part sur les sites, le nombre de tâches solaires quotidiens. Mais quotidien, ça ne veut pas dire à l'heure, ni à la minute. Et à droite, en violet, vous avez le Solar Flow Index, qui est la mesure sur 2 giga-8, qui est extrêmement corrélée et qui permet d'avoir une bonne idée de l'activité sur toute la couche ionosphérique F2. Et à droite, j'ai mis un petit tableau qui permet de voir l'accessibilité théorique aux bandes en fonction du nombre de tâches solaires et du niveau du SFI.
Bon, évidemment, tout ça, ça demande à se creuser un peu la tête avant, parce que ce n'est pas un accès facile. Je reconnais. Ensuite, l'état géomagnétique de la magnétosphère. Important, ça génère les aurores boréales. Donc à gauche, vous avez un indice K et puis un indice A. Alors je ne vous ai pas parlé de ce que j'ai écrit en jaune sur bandeau noir, mais c'est hyper important parce que justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour nommer l'indice A, l'indice K, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais il y en a qui appellent ça A ou K, il y en a c'est AP, KP, d'autres c'est A-index, K-index, d'autres c'est planetary, enfin on s'en sort pas, quoi. Donc j'ai tout mis pour simplifier les choses. Donc l'indice K, c'est un indice qui mesure la composante du champ magnétique terrestre toutes les 3 heures, et le A, c'est toutes les 24 heures. Et en face, de l'autre côté, en jaune, vous avez la perturbation du champ magnétique, c'est-à-dire le niveau de perturbation qui est généré par ce qui arrive en provenance du Soleil. Et ces derniers temps, on a eu du G4, perturbation magnétique sévère, absorption HF possible à des latitudes supérieures à 45 degrés, donc ça descend quand même, et probable dégradation satellite et réseau terrestre. Voilà. Et en dessous, je vous ai mis un exemple de mesures qu'on peut trouver sur Internet. En général, ils donnent ces mesures directement exploitables avec un G et pas avec des A ou des K. Voilà, le tableau, il ressemble à ça. C'est une double page recto-verso. Les 4 paramètres principaux qui sont à utiliser sont en première page, le vert, le bleu et puis le jaune ocre. Donc je vais faire en sorte que ça soit facile à utiliser, mais bon, effectivement, il y a beaucoup de choses dessus. Et justement, quand vous ne serez pas en HF, que vous avez un blackout, vous prenez ce truc-là, et puis ça va vous donner une meilleure idée de ce qui se passe. Voilà, j'arrive à la fin. Donc pour trouver les paramètres solaires, vous avez ces 3 sites. Mais il y en a plein d'autres, il y en a des centaines. Et en général, surtout sur solarham.net, c'est très synthétisé. Donc il y a beaucoup de paramètres, c'est vrai. C'est un peu comme multi-PSK. Il faut étudier la question avant de mettre le nez dedans. Et puis, dernière recommandation, vous savez, mais pas inutile de rappeler que si vous voyez les taches solaires au coucher du soleil, parce qu'on peut les voir à l'œil nu, et c'est pas pour autant que vous pouvez prendre des jumelles et regarder. Je ne vous conseille pas. Vous allez vous brûler la rétine. Merci de votre attention et bonne journée. Est-ce qu'il y a des questions? Alors on n'a qu'un micro. Évidemment que si une éruption solaire côté jour, ça sera plus dramatique que côté nuit. C'est pour ça, d'ailleurs, je l'ai marqué quelque part, qu'il faut bien avoir à l'esprit que les mesures qui sont faites à Boulder ne sont pas les mêmes que celles qui sont faites à Kiruna en Finlande ou à Kyoto au Japon. Donc la notion d'être face au soleil est super importante, puisque c'est quasiment de la ligne droite. Puis après, ça fait comme une culée de pont, ça fait le tour de la Terre, et puis ça fuit derrière. Alors le petit widget de N0NBH, il est très bien parce que c'est de ça que je suis parti pour décoder tous les paramètres qu'il y a dessus. Donc on prend, par exemple, comment il a marqué ça, A, je crois que c'est A au lieu AP ou A index, et puis il y a la définition de ce qu'il y a dessus. Et puis, au fur et à mesure du temps qui passait, j'ai vu qu'il y avait d'autres paramètres importants et j'ai étoffé le truc. Mais initialement, ça partait de ce petit widget qu'on trouve partout. Voilà. Mais Boulder, c'est Boulder, et puis Kiruna et Kyoto, c'est autre chose. Et on le voit sur les courbes. Ouais, ça peut se passer après, mais à Boulder, il peut se passer des choses, et entre-temps, la Terre va retourner, et puis le flux sera passé, et peut-être que
la perturbation sera moindre à Kiruna ou sera peut-être plus forte parce que le reste à arriver est puissant. Mais c'est pour ça qu'il y a plein de lieux de mesure, justement. C'est parce que c'est un peu différent quand même. Ouais, l'Europe a mis en place un système de prévision de météo solaire justement pour avoir son système indépendant. L'inconvénient qu'il y a, c'est qu'il faut créer un compte, mais bon, c'est pas très compliqué. Et puis l'autre inconvénient, c'est qu'il y a des paramètres, il y en a partout, c'est des boîtes. Ils essayent de faire des boards, des tableaux comme fait la NOAA, aviation, radio, industrie, et c'est pas intuitif, quoi. Il faut vraiment se creuser un peu la tête, et c'est pour ça que les 4 principaux paramètres, faut les trouver et puis s'attacher à ça. Mais c'est pas, ils essayent de synthétiser, mais c'est pas évident. Je le reconnais. Certains sites aussi sont très intéressants. Par exemple, vous pouvez avoir connaissance des ionogrammes dans certains lieux. Et puis notamment, il y a un site, je crois que c'est en anglais, qui j'ai découvert récemment, c'est le PropQuest. Et vous avez là quasiment minute par minute, donc les fréquences critiques, les fréquences maximum utilisables. Pour des distances de telle valeur. Et là, vous pouvez faire le lien ensuite, quand on a connaissance des paramètres solaires, au niveau des blackouts, on voit qu'effectivement, quelle est la durée, si c'est 10 minutes, la par exemple qui suit, là, vous avez connaissance de toutes les fréquences critiques et puis les fréquences maximales utilisables. Il s'intitule PropQuest. Ouais, il y a VOACAP aussi qui fait ça, non? VOACAP, c'est de la prédiction. Ah ouais. Peut-être qu'il le fait aussi, mais VOACAP fait de la prédiction au niveau de la propagation pour contacter tel lieu. Dans l'ICLA, vous avez directement les connaissances des fréquences. Par exemple, là, en ce moment, par exemple, la fréquence maximale utilisable pour 3000 km, c'est 12,85 MHz, mais il vous l'indique aussi pour 1000 km, pour 500 km, pour 100 km, et la fréquence est 2. Il faut être 2, là, c'est. Donc, c'est PropQuest, ça. Donc, propquest.com. Alors, c'est propquest.co.uk. Ah, .co.uk, ouais. propquest.co.uk. D'accord, pour ceux que ça intéresse. Mais la difficulté là, des paramètres solaires, c'est de mettre tout ça en perspective avec les fréquences radio, avec ce qui arrive et tout. Je reconnais que c'est assez compliqué. Moi-même, je m'y perds des fois, puis je suis obligé de travailler pour me remettre dedans. C'est pas facile. Et c'est là que j'ai vu pour récemment, c'était la semaine dernière, là. Et là, en regardant ce site, par exemple, par rapport à la tâche solaire qui était évoquée, j'ai vu à l'œil nu d'ailleurs, parce que vous avez raison, mais si vous avez gardé vos filtres. Même si on louche, il ne faut pas regarder, hein. Soyons clairs. Elle est passée de l'autre côté, oui. Et bien donc, sur ce site-là, on a vu que le blackout a duré 16 heures. Une remarque qui est importante, c'est que quand les taches solaires passent derrière le Soleil, c'est une région pour laquelle on n'a pas de visibilité. Il n'y a pas, je ne suis pas astrophysicien, il n'y a pas de visibilité sur cette partie-là. Donc en général, ils appellent ça far side, c'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir des satellites sur le côté qui arrivent à avoir une toute petite partie du Soleil derrière, mais ce qui se passe derrière, on ne le mesure pas, on ne l'observe pas. Donc c'est la surprise de voir une tâche qui arrive. On arrive à la voir un peu avant l'apparition, mais pas plus. Tu avais une question, Sandy? Oui, tu sous-entendais tout à l'heure que, de manière générale, les milieux de cycle solaire sont plus fiables ou plus pratiques pour nous que le journée. Plus actif. C'est là qu'il y a le plus de tâches solaires. Les tâches solaires, elles apparaissent en général aux alentours du 40 nord, et puis au fur et à mesure de l'avancement du cycle, elles se rapprochent de l'équateur, puis ça fait un effet papillon. Et ça, c'est mesuré depuis des centaines d'années, et c'est tout le temps en milieu de cycle solaire. Bon, évidemment, dans la nature, il y a toujours des exceptions, hein. Il y a toujours des exceptions à la règle, mais sinon, en moyenne, c'est toujours en milieu de cycle solaire. Le cycle, alors pour dire que la prévision de météo solaire est quand même reste compliquée, le sommet du cycle 25 qu'on a actuellement était prévu entre janvier et octobre 2024. Donc c'est dire la super précision de cette science.
Mais ça progresse super vite, parce qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui travaillent tous les jours là-dessus. C'est en plus l'industrie et puis les gouvernements, les nations ont pris conscience de l'importance de la météo solaire, puisque on sait que si jamais il y avait un événement de type Carrington, dont je vous disais tout à l'heure, je pense qu'on va avoir de gros problèmes. Certains sites parlent de niveau de dégâts comparables à une guerre mondiale. Parce que là, il faudrait des dizaines et des dizaines je crois que c'est même en centaines de milliards de dollars que ça se compte, de dégâts. Quand on sait qu'une petite particule de rien bien chargée au milliardième de millimètre est capable de passer dans un calculateur d'avion de ligne et de le faire plonger de 5000 mètres avant que la particule s'en aille tranquillement, vous imaginez des flots. J'avais vu une main se lever tout à l'heure. La rotation du Soleil, enfin relative par rapport à nous, elle est combien? Le Soleil, il tourne aux alentours de... Il faut 24 jours pour faire un tour complet à l'équateur et 37 jours au pôle. Et puis tout ça, c'est dégressif en fonction de la latitude. Parce que c'est une boule de gaz. Et encore, il me semble avoir vu des trucs il n'y a pas longtemps et bon, ça me fascine. Bon, merci de votre attention. Je te repasse le micro, Yannick.